Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité, tous les jours de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Première journée bien chargée que celle qu'a connue Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, à l'occasion de sa visite de 48 heures au Cameroun. Après l'entretien de plus de 75 minutes accordé par le président de la République, le patron du Quai d'Orsay aura pour hôte en fin de soirée les leaders des partis de l'opposition présents au Parlement. Au cours du dîner offert à l'ambassade de France au Cameroun, le chef de la diplomatie française, qui reste convaincu que la réconciliation est en marche, a également encouragé les différentes parties prenantes à persévérer dans la dynamique du grand dialogue national. Et Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information, tout de suite après le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Le Drian au Cameroun, une visite avec un fort ancrage politique pour en parler ce soir. Je suis en plateau avec Jonathan Batinguene. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les soirs et c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir encore. Guillaume Fongan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux populations de Djombe Penjabanga qui, à la faveur de la visite de Jean-Yves Le Drian, se rappelle que une des plus grosses sociétés d'exploitation de bananes plantées se trouvait dans leur localité et que depuis plusieurs décennies, ils vivraient dans un misérabilisme déconcertant. Sur plusieurs générations, ils ont touché à peine le SMIC 20 000 francs depuis au moins 50 ans. Et depuis 60, il y a certains exploitants agricoles qui se sont accaparés des terres dans le Mongo et qui ont fait main basse sur ces terres-là. Donc la visite de Yves Le Drian leur rappelle ces moments douloureux-là. Okay. Les populations du Mongo qui vivent dans un misérabilisme un peu spécial. Donc je tenais à leur adresser un salut spécial ce soir. Ils vont se rappeler qu'il faut que les choses changent un jour. Bonsoir Fortine Zoujou. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes et aux téléspectateurs de l'émission Equinox Soir. Maître Georges Teguin, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, nous allons commencer par cette lettre qui fait le tour de la toile. Le ministre d'État, secrétaire général, monsieur le directeur général du port autonome de Douala, objet suspension de la procédure de passation de la concession du terminal à conteneurs du port Douala-Bonabéry. Monsieur le directeur général, d'ordre de monsieur le président de la République, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir suspendre les travaux de finalisation des termes du contrat de concession ensemble ses annexes avec la société Terminal Investment Limited, adjudicataire provisoire de la concession des activités de rénovation, de modernisation, d'exploitation et de maintenance du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. En attendant les conclusions définitives de l'affaire Société APM Terminals BV et Bolloré SA contre Port autonome de Douala, pendante au tribunal administratif du littoral à Douala, et pourtant sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de la décision numéro 00621-9/DG/PAD du 8 janvier 2019. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. Signé Ferdinand Gongo. Cher monsieur, qu'est-ce que ça vous inspire? On voit des choses qui sont écrites depuis que cette lettre, on va le dire comme ça, adressée au directeur général du port autonome de Douala circule. C'est ça le véritable objet de la visite de Le Drian au Cameroun. La parole, à qui veut la prendre? Ok. Allez-y, Jonathan Batinguene. Oui, ça fait partie de l'agenda qu'avait M. Le Drian.
il faut noter que M. Le Drian, c'est le ministre des Affaires étrangères de la France, qui est une puissance qui a une histoire longue avec le Cameroun. Elle a été la puissance tutélaire pour la partie francophone et c'est à partir de la France qu'a été négocié un ensemble d'accords qui ont organisé la vie économique camerounaise. Tout à l'heure, M. Guy Fonga a brossé de manière un peu ramassée le portrait d'un élément de cette coopération française. Effectivement, dans la coopération économique, il y a les opérateurs économiques français qui sont au Cameroun. Vous savez que dans la politique étrangère de la France, il y a un soutien aux hommes d'affaires français à l'étranger. Et pour le cas du Cameroun, l'un des plus importants est Bolloré Africa Logistic. Et Bolloré Africa Logistic est concessionnaire pour le terminal à conteneurs du port de Douala. Et il effectue un ensemble de prestations là-bas qui n'ont pas plu à l'État du Cameroun et à son employeur, à son commanditaire, qui est le port autonome. Le port autonome a également a également relevé un ensemble d'éléments, par exemple une dette qui n'avait pas été épongée, 75 milliards sur plus de 4 ans. Or, Bolloré Africa Logistic avait les moyens d'éponger cette dette. Donc, le port autonome a engagé une procédure qui vise à résilier son contrat avec Bolloré Africa Logistic et à Bolloré Africa Logistic pour contrecarrer cette décision, a porté plainte devant une institution. Et pendant que le procès est en cours, ce que M. Le Drian aurait réussi à négocier, c'est d'amener le chef d'État une fois de plus à surseoir sur la décision de résilier le contrat avec Bolloré Africa Logistic. Donc sur ce point, effectivement, c'était un point dans son agenda, mais ce n'est pas le seul. Et je pense que pour le propos liminaire, on peut s'arrêter à ce niveau. Yahweh Fonga, c'est ça que Le Drian est venu négocier, on va le dire comme ça? Bah oui, et ce n'est pas surprenant. Les États n'ont que des intérêts. Vous savez que depuis quelques années, Bolloré commence de plus en plus à perdre la face dans nos différents ports. Et j'ai en mémoire que le président de la République avait rappelé que le Cameroun est la chasse gardée de personne. Et donc quand il a pris sur lui de revisiter le contrat avec Bolloré, ça découle d'un certain nombre d'antécédents qui n'ont pas toujours plaidé en la faveur des compatriotes que nous sommes. Mais vous savez depuis plusieurs ans que Bolloré qui a récupéré notre chemin de fer. Quand nous étions plus jeunes, nous avons connu Intercity, nous avons connu la douche. Moi, j'ai fait le trajet Mbanga-Kumba pendant plusieurs années. On prenait du plaisir à voyager en train, c'était agréable, c'était plaisant. Aujourd'hui, on en arrive à regretter le fait que notre chemin de fer soit privatisé et depuis quelque temps, on est au regret de constater que, par exemple, que le transport des marchandises est privilégié au transport des hommes parce que ça rapporte plus d'argent que de transporter les hommes sur le chemin de fer. Et donc, il y a ce nombre d'éléments, comme tu l'as mis ensemble, qui nous ont amenés à comprendre qu'en réalité, on a longtemps été assez aveugle et on s'est laissé longtemps spolier. Bon, donc Jean-Yves Drian, il se murmure que tout s'est négocié le 10 octobre dernier, quand le président était à Paris, à Lyon, pour rencontrer le chef de l'État français. Et donc, Jean-Yves Le Drian vient faire un plaidoyer pro domo pour demander au président de revenir sur sa décision. Mais sauf que les Camerounais sont de moins en moins dupes, ils sont de moins en moins idiots. On a bien vu la manière kafkaïenne avec laquelle le drame sur Ezeka a été réglé à la fois par Bolloré et l'État du Cameroun. Et donc aujourd'hui, on est en droit d'estimer qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et rappeler Bolloré a la raison. Il lui fait redescendre un peu sur terre. Je ne vais pas trahir un secret ici en indiquant qu'il avait été longtemps perçu dans l'imagerie populaire comme un faiseur de roi en Afrique au regard de sa puissance financière et de sa proximité avec un nombre d'acteurs politiques. Donc on aime déchanter parce qu'il y en a qui rêvaient se voir remplacer le président Paul Biya au regard de la proximité
qu'ils avaient avec Bolloré. Il y en a qui quasiment, quand Bolloré est arrivé ici, il allait dîner chez eux en jet privé, il allait revenir, parfois il n'allait même pas au palais, et ceux-là ont commencé à avoir le melon, comme on dit trivialement, et aujourd'hui ils sont tous en Kandengui, parce que le président les a neutralisés. Donc, je pense que le président, il a réussi quand même à circonscrire le champ d'action de Bolloré et le mettre hors d'état de lui. Donc, au regard des rapports incestueux qu'il entretenait avec certains membres du gouvernement et acteurs politiques du Cameroun, et la manière cavalière avec laquelle il gérait notre patrimoine à nous, Camerounais, donc il était urgent, il était de bon temps. Et, à mon sens, c'est un des sujets sur lesquels on doit arrêter de faire la politique et où l'ensemble des acteurs doivent avoir un même son de cloche pour ensemble réclamer notre souveraineté de manière brutale et sauvage, et qu'il ne faut plus que les gens pensent qu'ils peuvent venir chez nous et faire n'importe quoi. Donc il me semble important, et ça peut donner du contenu et du sens au discours du chef de l'État qui a souvent dit que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Bon, maintenant, espérons que le plaidoyer pro-domo qu'est venu faire Jean-Yves Le Drian ici auprès du président ne va pas prospérer, sinon on aurait fait de la marche arrière, et nous serons là pour rappeler au président qu'on ne peut pas avancer en regardant dans le rétroviseur. Maintenant, pourquoi cette décision de sursis à l'exécution de la décision du 8 janvier 2019 dans la tête de beaucoup de Camerounais est synonyme maintien de Bolloré au Cameroun? Pourquoi les Camerounais pensent ça? Serge Alain, excuse-moi, je vais peut-être un peu, parce que j'ai entendu tout à l'heure M. Fogan dire que les Camerounais ne sont pas rassurés quant à leur souveraineté. Je voulais vous rassurer, M. Fogan. Vous parlez au nom des Camerounais? Vous êtes le président de la République? Non, le RDPC que je vous représente. Je vous ai posé une question. Je voulais quand même, je vais répondre à votre question. Voilà. Rassurez-vous, je vais y apporter une réponse. Okay. Je voulais quand même lui dire le RDPC que je représente, qui a la chance, ou alors qui a été désigné pour gérer les affaires du pays, pour vous rassurer, le RDPC veillera à ce que le Cameroun, la souveraineté du Cameroun soit entièrement respectée. Simplement, au RDPC, on pense que même si on est souverain, on peut se faire accompagner, on peut se faire assister, et on peut partager les expériences. Mais quand on fait le bilan des entreprises privatisées au Cameroun, on a vu des suicides, c'est pas suicidé en fait. C'est catastrophique. C'est pas ça le débat, je vous en prie. On prenait l'eau, l'électricité, on a vu des suicides. C'est pas ça le débat, je vous en prie, Guy Hervé Fonga. Essayez de mettre. Donc, je voulais vous dire que le RDPC, c'est qu'aujourd'hui, on ne fonctionne pas en vase clos. Et que le monde tel qu'il fonctionne, on se fait accompagner. Vous savez, j'ai lu un ouvrage, Le Monde selon Chirac. Et il me souvient qu'il y a quelques années, il voulait signer un contrat pour l'exploitation du gaz en Iran. Et Chirac avait sollicité les Russes pour signer un contrat de joint venture. Et ils ont signé ce contrat alors qu'il y avait, je crois, l'amendement Turner qui interdisait de contracter avec l'Iran. Donc, lorsque l'on veut prendre des décisions, on se fait accompagner. Se faire accompagner, se faire assister. Et à l'école, nous avons enseigné tous, même en classe de 3e, le transfert de technologie. C'est ça, l'accompagnement. Ce n'est pas une section de souveraineté. Cette précision étant faite, je voudrais répondre à Serge Alain. Serge Alain, il me semble que... Pourquoi ce sentiment-là de la population? C'est un sentiment. C'est un sentiment qui est regrettable. Je vous en prie, Guy Hervé Fonga. C'est un sentiment qui est regrettable, Serge Alain. Je voudrais faire observer ici que, vous savez, quand nous venons sur le plateau, en tout cas moi, je pense toujours qu'il faut faire œuvre utile. Essayer, en parlant d'éduquer ou alors d'informer les gens sur les réalités. Serge Alain, lorsque la justice est saisie, en attendant que l'institution judiciaire se prononce, il faut surseoir. Voilà la juste décision de Monsieur le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. C'est une décision qui, à mon avis même, ne devait même pas être prise. Elle découle d'elle-même. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'institution judiciaire, qui est indépendante, à partir du moment où le tribunal administratif littoral est saisi, il est très juste que la décision d'octroi de l'exploitation du terminal attribué à TIL soit, si vous voulez, reportée ultérieurement.
c'est une saine et juste application de la loi. C'est ce qui doit se faire, c'est ce qui devrait se faire. Maintenant, si vous me demandez de commenter ce qui se passe dans la décision, je vais encore vous répondre que je ne peux pas commenter les procédures devant les juridictions. Mais en matière d'éducation, les gens doivent savoir, lorsque vous prenez une décision et que la justice est saisie, le problème, c'est qu'il faut surseoir. Et quand il faut surseoir, attendre la décision judiciaire, sinon, il y aurait un ascendant de l'exécutif sur le judiciaire. Or, on est dans une situation d'équilibre des pouvoirs. Nous sommes dans une situation au Cameroun où les pouvoirs sont égaux. Les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs sont sur un pied d'égalité. Et parce que ces pouvoirs sont sur un pied d'égalité, et afin d'éviter que les gens pensent, c'est la preuve. Comment? La preuve. Vous dites que on a attribué le terminal à une société. Du fait de la saisine de la juridiction, on ordonne le suicide. C'est la réalité. Donc nous sommes justement dans ce qui se passe. C'est ce que je voulais faire très simplement, observer, en disant encore une fois, il faut faire œuvre utile et il faut savoir dire les choses à leur juste valeur, rappeler les fondamentaux, rappeler toujours que voici les principes de droit, voici ce que nous passons le temps, nous autres avocats, à faire devant la juridiction tous les jours. C'est notre métier et quand c'est fait, nous ne pouvons qu'approuver. Ok. Faut-il aujourd'hui les panafricanistes, comment vous m'avez dit que si jamais ce que vous semblez redouter là, le maintien de Bolloré, ce sera quoi pour vous? En fait, c'est Alain. Un coup de poignard? Quand j'écoute les gens parler de M. Georges Téguin, parler de souveraineté du Cameroun, moi j'ai comme l'impression que nous ne vivons pas les mêmes événements dans notre pays. Dit que notre souveraineté est acquise et actée, c'est se moquer de l'intelligence de notre peuple qui a soif de liberté. S'il arrivait, et je pense bien que ce port soit restitué une fois de plus à l'entreprise Bolloré, ce serait une preuve palpable que nous devons encore chercher à obtenir une indépendance. Vous savez, le port autonome de Douala est le poumon de notre économie. Sa gestion, en fait, n'est pas le problème, mais c'est qu'à travers le port autonome de Douala, on peut manœuvrer l'exportation d'un ensemble de produits, d'un ensemble de matières premières, d'un ensemble. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agit pas de l'affaire du port autonome elle-même. On parle des bananeraies de Djombe Penja où les terres ont été spoliées. On parle de la Socapalm qui a été privatisée. On parle de notre entreprise de chemin de fer qui a été privatisée. On peut citer comme ça autant de projets de souveraineté qui ont été abandonnés au même Bolloré ou en partie au même Bolloré. Donc le port n'est que la voie de sortie de tout ce qu'on peut exploiter à l'intérieur de notre pays et aller vers d'autres États au moment où notre peuple a besoin et de ses ressources, a besoin et de sa production locale. Moi, quand j'observe aujourd'hui les panafricanistes qui jusque-là, avant les élections et même après, disaient que le MRSC manœuvrait avec les puissances étrangères pour récupérer le Cameroun, au très grand panafricaniste et souverainiste, Monsieur Paul Biya. Je commence à éclater de rire dans la mesure où une autre preuve qu'il ne s'agit pas ici d'une affaire de souveraineté ni de panafricanisme vient encore d'être présentée là. Moi, je pense que le problème de fond se trouve, et là c'est la question de la souveraineté des pays africains, parce que lorsqu'on parle de géopolitique, les gens veulent juste questionner la géopolitique sur l'aspect des éléments qu'ils ont de d'autres nations. Le problème de fond aujourd'hui en Afrique francophone, c'est la longévité au pouvoir. Certes, dans d'autres pays, la longévité au pouvoir ne pose pas, ou peut ne pas poser problème. Mais M. Téguin, je vais vous le dire. Si vous avez tous vanté qu'en 2009, Monsieur Paul Biya a rompu les accords coloniaux avec la France pour se tourner davantage vers la Chine, vers la Russie, ainsi de suite. On vient en 2019 démontrer une fois de plus que ces accords ne sont même pas rompus et ne sont même pas prêts à être rompus. Pourquoi? Parce qu'il va falloir au même moment donné sauvegarder les intérêts économiques de notre peuple. Au même moment donné, il faut obtenir les soutiens pour perpétuer un pouvoir dont le peuple n'a pas attribué. Alors nous sommes ici également dans la dialectique
du maître et de l'élève. Parce que hier, on était le meilleur élève de Paris, le meilleur élève de Mitterrand. Aujourd'hui, à travers Macron, selon certaines indiscrétions, parce que cette histoire aurait été négociée lors de la visite de M. Paul Biya à Lyon l'autre jour. Vous voyez que de 1960 à 2019, rien n'a pratiquement changé et nos chefs d'État, au lieu de lutter pour préserver les intérêts de leur État, au lieu de lutter pour construire une nation, pour construire un peuple souverain qui peut prendre ses propres décisions et orienter son économie, on mène un combat pour la perpétualisation du pouvoir. Et la seule chose qu'on puisse faire alors, c'est de livrer le port autonome de Douala, c'est de livrer les chemins de fer, c'est de livrer toutes les entreprises qui constituent donc le fondement de cette souveraineté. Alors, vous voyez, on a un projet de montage de voitures qui ne marche pas. On a les tracteurs qui n'ont pas marché Bolova. Aujourd'hui, le port autonome que vous avez vanté hier, oui, voilà, nous avons obtenu. Bolloré enfin est parti. Moi, je suis en train d'observer certains panafricanistes qui refusent la réalité parce qu'au nom de leur soutien à M. Biya, ils se mettent à fêter des illusions, ils se mettent à fêter des éphémères parce qu'ils pense que oui, désormais, le MRC qui voulait restituer ou remettre sur la table les accords coloniaux afin de prendre son tour de pouvoir va être cloué et que le souverainiste Paul Biya désormais va conduire les intérêts du Cameroun en clouant les uns et les autres. Moi, je pense que, comme l'a si bien dit... oui, rapidement, on va passer à la thématique principale. Ouais. Il va falloir qu'à un moment donné, on pose la question de notre souveraineté. Moi, je pense même que ces entreprises, désormais, pour être attribuées, devraient passer par le Parlement. Que les parlementaires, on sait même, certes, les parlementaires et le peuple aujourd'hui n'a même pas confiance à ces parlementaires puisque la crise anglophone est passée par là sans trouver de solution. Mais à un moment donné, le Parlement doit se prononcer pour que ça ne devienne pas une affaire du gouvernement et des puissances étrangères parce qu'on va utiliser pour, je dirais, faire asseoir le pouvoir politique et vivre éternellement au pouvoir. Voilà, on va donc passer à la thématique au fait du jour. C'est cette rencontre que Jean-Yves Le Drian a accordée aux leaders des partis politiques présents au Parlement Guy Hervé Fongan. On a vu Maurice Kamto, Pelobouba Maïgari, Thomas Inon Damjoya, Jean Kueté devant le ministre Jean-Yves Le Drian. Un commentaire. Le premier commentaire que ça m'inspire, c'est que je continue de penser que Jean-Yves Le Drian est venu pour un plaidoyer pro-domo et c'est que la France, dans les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, l'opposition a une force de proposition, une capacité de nuisance qu'il faut... Je suis aussi également. Oui, évidemment. L'opposition et la société civile ont une capacité de nuisance qu'il faut intégrer dans la dynamique des rapports entre les États. Alors, s'il est avéré que, entre autres, il est venu pour rappeler au président Biya qu'il est question de revenir sur sa décision de retirer le port de Bolloré à Bolloré, entre autres, peut-être que je suis, disons qu'il ne serait pas surprenant qu'il ait réuni toute l'opposition autour de lui pour apporter ses arguments sur l'intérêt et le bien fondé qu'il y aurait pour la France ou alors pour Bolloré à continuer à gérer le port du Cameroun. Et il me semble qu'il avait besoin aussi d'avoir l'assentiment de nos leaders d'opposition pour qu'il n'y ait pas un son de cloche dissonant. Si déjà, en partant du postulat qu'il a réussi à discuter et à convaincre le chef de l'État, bon, il était de bon ton qu'il fasse asseoir les partis d'opposition sur la table pour les fédérer autour de cette cause-là et entre autres, maintenant, à côté de ça, vous savez, le port de... il y a Bolloré, à côté de ça, dans son agenda, il devait également rencontrer le patronat, entre autres de JICAM, et donc, qui sont les hommes d'affaires qui investissent, qui font tourner beaucoup d'argent dans le port. Donc, dans toute cette dynamique, vous voyez bien que tout est fait en sorte que, à côté du politique, il faut également fédérer les opérateurs économiques autour de ce plaidoyer pro-domo-là, pour que, quand il repart d'ici, qu'il n'y ait pas de grincement dedans et d'éclat de voix par rapport à la posture qui aurait été celle de la France. Donc il est donc je ne suis pas personnellement surpris qu'il ait fédéré ces gens autour de lui. Ça fait partie du dispositif qui avait été pensé en amont pour j'allais dire interagir avec tous ceux qui de près ou de loin auraient pu j'allais dire diluer son discours. Il fallait les fédérer d'abord autour de ça. Donc l'autre chose
que cette rencontre m'inspire, c'est ce que finalement on a vu toute opposition réunie autour de Le Drian. Moi, ce qui m'a un peu heurté, parce que quand je fais une analyse du récit médiatique d'hier à aujourd'hui, j'ai le sentiment que 50 ans après les indépendances, qu'on continue à nous infantiliser. Parce que quand vous prenez la titraille de nos principaux quotidiens ce matin, dans la nouvelle expression, en passant par le Messager à mutation jusqu'au jour, quand vous regardez l'analyse de contenu, moi, c'est très inconfortable de voir, on a l'impression, bon, je vais prendre une au hasard, la nouvelle expression, qui nous indique ce que Joshua Ochi et Maurice Kamto ont dit à Le Drian. Ça donne le sentiment d'un discours paternaliste qu'on a fait à des gamins qui ont réuni leur tuteur et qui sont venus, j'allais dire qui étaient en train de nous dire tout ce qu'ils ont rencontré comme difficulté, comme mécontentement, comme maladresse. C'est un peu gênant. On n'a pas besoin, je vais dire que c'est 60 ans après les indépendances, je vais dire que si on veut affirmer notre autonomie, il faut qu'on soit cohérent vis-à-vis de nous-mêmes de bout en bout. Et qu'on puisse affronter nos propres difficultés, nos réalités nous-mêmes. Donc moi, cette analyse du récit médiatique m'a un peu mis dans une posture inconfortable. J'ai le sentiment que même inconsciemment, la presse continue à nous infantiliser. Cette attitude de présenter nos leaders d'opposition comme des c'est pas moi, disons des gamins entre guillemets, qui parlent à un tuteur, qui font le compte rendu des brimades qu'ils ont suivies à son absence dans l'espoir qu'il ira réprimander le père. Donc je pense qu'il faut être courant, ça fait pas sérieux. Moi, ça m'a un peu gêné que cet angle-là soit choisi par la presse pour rendre compte. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'affronter nos propres réalités nous-mêmes et qu'on arrête d'être infantilisé. Et des exemples d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Maghreb nous parlent. On devrait pouvoir être capable nous-mêmes de dire au père qu'on n'est pas content de lui, ou alors au roi qu'on n'est pas content de lui, sans forcément passer par un intermédiaire. Et qui plus est, moi j'aurais compris que ce soit Macron. Moi j'aurais compris que nos leaders de l'opposition soient assis en face de Macron. Mais de voir Maurice Kamto, de voir tous nos leaders de l'opposition assis en face de Le Drian, je vais dire que c'est infantilisant, ça fait pas sérieux. À mon sens, ils auraient dû se faire représenter et attendre que Macron vienne. C'est pas correct. Voilà, j'attaque avec vous Fautine Zodjou, comme dit Guy Hervé Fongan, ministre, fut-il ministre de l'Europe, des Affaires étrangères. En face de lui, on a quand même professeur Maurice Kamto, président du MRC. Oui, ça dit que... Il y a même des sons discordants chez vous qui ne sont pas d'accord avec cette... Globalement, c'est la preuve même de la poursuite du néocolonialisme. Ça dit qu'on pense à un moment donné qu'on est sorti de l'auberge alors qu'on n'a même pas encore commencé le processus de décolonisation. Mais moi, je serais allé à cette rencontre. Je serais allé à cette rencontre. Pourquoi? Pour une raison. Et je l'ai indiqué hier qu'il était important que... Je l'ai indiqué sur ma page hier qu'il était important que si ce représentant du gouvernement français invite les gens, que les gens aillent. J'ai justifié par le fait que nous sommes aujourd'hui à une étape où, en face de nous, celui qui nous dirige, donc M. Paul Biya, semble ne plus écouter son peuple. Vous voyez, et le représentant français, lorsqu'il arrive, de là, on a sur la table la question de la crise anglophone qui n'a pas déjà été réglée. On a la question de la crise post-électorale qui continue de faire couler beaucoup d'encre. On a de l'autre côté la question de notre économie, ainsi de suite. Alors si celui qui est en face de nous estime que la seule personne qui peut lui faire des injonctions ou des propositions pour le développement ou pour gouverner le Cameroun, c'est la France. Et là, il est important que ceux qui estiment que non, on doit désormais prendre nos responsabilités à main, ne laisse pas un couloir ou une opportunité d'expression passer, parce qu'on a comme l'impression que ceux qui sont là-bas ne sont pas allés seulement parler de leur parti politique ou parler du pouvoir, ils sont aussi allés dire que peut-être comme c'est vous qui l'écoutez,
Dites-lui au moins que la crise anglophone, parce que dites-lui au moins que la crise anglophone, pour résoudre, on n'a pas besoin de porter les armes, aller sur le terrain, faire la guerre. On a aussi besoin de dialoguer. Peut-être comme c'est vous qui l'écoutez, dites-lui au moins que les tracteurs qu'on a achetés pour le commerce agro-pastoral sont toujours aujourd'hui plantés dans le sud et qu'on attend la germination pour produire beaucoup d'autres tracteurs. On ne sait pas par quelle chimie les gens arrivent à faire de telles choses pour le peuple. Donc si moi j'avais été invité, je serais parti sans toutefois rien attendre pour ce qui est de moi-même, pour ce qui est des combats que je mène, mais comme pour dire que si vous ces jalons autour, nous avons un différent où c'est vous qui représentez ma famille et que j'estime que vous n'écoutez que le voisin et que le voisin seulement, ma parole ne marche pas, n'est pas prise en compte, la parole des enfants de la famille n'est pas prise en compte. Alors si le voisin que j'estime à un moment donné, qui est celui qui vous manipule afin que vous exercez un certain, je dirais, pouvoir sur nous, si ce voisin arrive dans la maison et me demande de venir, j'irai lui dire que oui, cher monsieur, comme vous êtes arrivé, puisque c'est vous qui donnez les injonctions à cet individu, à ce monsieur de nous faire du mal, alors dites-lui également que nous ne sommes plus condamnés. Parce que quand nous disons chaque jour, il ne nous écoute pas. Oui. Donc le fait que l'opposition soit allée rencontrer monsieur Le Drian, pour moi, ne représente rien. Parce que ça aurait été Macron, ça ne changerait rien sur le fond. C'est parce qu'actuellement, les gens sont en train de beaucoup surfer sur la forme, sur les étiquettes, alors que le problème du fond même du Cameroun, c'est que nous sommes encore colonisés. Parce que si nous n'étions pas colonisés, Macron serait venu à Yaoundé et être reçu par le chef de l'État comme homologue. Alors je me pose aussi la question de savoir, puisque là les gens parlent de l'opposition, mais on ne dit pas aussi que le même ministre a été reçu par M. Paul Biya dans son palais. Alors on aurait voulu que ce soit Macron, on aurait voulu que c'est Macron qui arrive, on aurait voulu qu'on interdise ou qu'on demande à l'opposition de ne pas se présenter et qu'on demande également à M. Paul Biya de ne pas se présenter. Il y a un problème de fond. Oui, c'est que pourquoi, oui, rapidement, pourquoi nos dirigeants d'Afrique francophone n'écoutent pas le peuple? Pourquoi c'est lorsqu'une personne quitte de Paris et descend que cela fait beaucoup de tollé médiatique? À un moment donné, prenons des responsabilités. Montrons ne serait-ce que 1% de souveraineté et disons à ceux qui nous ont colonisés hier que nous sommes assez matures pour prendre des décisions. Et actuellement, la responsabilité revient au peuple camerounais et non à ceux qui nous dirigent. Jonathan Batengueden sur cette... On a vu votre leader également, hein, il a été reçu parmi parce qu'il y avait deux types de personnalités qu'on devait recevoir. Il y avait les responsables des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et également les principaux animateurs du grand dialogue national. Bon, on a vu votre leader... Le président Cabral Libi, il était présent à cette rencontre et d'ailleurs il a discuté avec le ministre Le Drian. Maintenant, mais il y avait quand même un problème avec ça, avec le ministre. Oui, je comprends. Mais vous savez, ça, je suis très inconfortable lorsque, sur le plateau d'Equinox, on fait l'apologie du populisme. Le populisme, c'est de prendre des positions de sentiments individuels aussi comme ça, et d'en faire des positions qui font autorité dans l'opinion publique. En fait, il faut voir la visite de Le Drian dans un grand cadre. Ça a commencé à Biarritz. Au sommet de Biarritz, du G7, le président Macron a parlé du G5 Sahel. Il a parlé de l'éventualité d'établir de nouveaux partenariats. Il y a par exemple le P3S, c'est-à-dire partenariat pour la sécurité, la stabilité du Sahel. Et dans ce partenariat, il compte l'élargir au Cameroun et au Nigeria. C'est un élément, Guy Fonga, que peut-être la presse camerounaise ne prend pas en compte. La visite de M. Le Drian, il y a un navire militaire qui a accosté au port de Kribi. Oui. Le navire, c'est la Somme. Avec près de 180 personnels militaires, c'est un navire quand même impressionnant pour la taille d'un pays comme le Cameroun. Vous avez également, dans la visite de M. Le Drian, les éléments comme le grand dialogue national. Le M. Le Drian, avant de se déplacer de Paris, il dit « ça a été une étape importante ». Il dit « j'y vais parce qu'il faut veiller à l'application des conclusions du grand dialogue ». Lui qui? Lui va en tant que qui? Lui qui? Monsieur Le Drian, Monsieur Le Drian est ministre de la France. Tout à l'heure, j'ai souligné un fait. Pas de rapports historiques entre la France et le Cameroun. Il y a eu des rapports de subordination à un certain moment et puis des rapports qui tendent à s'équilibrer. La question de la souveraineté nationale n'est pas une question qui est simplement unique, qui est une donnée stable dans le temps. C'est une donnée qui a ses contingences.
Vous avez un pays comme la Turquie, je vais prendre cet exemple. La Turquie est aujourd'hui un pays qui, sur le plan international, peut le plus exercer sa souveraineté. Pourtant, la Turquie est membre de l'OTAN. La Turquie a bombardé un avion russe. Pourtant, la Turquie aujourd'hui est proche de la Russie. La souveraineté internationale dépend de la capacité de votre État à jouer sur les contingences dans des situations précises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est la contrepartie de ce que M. Le Drian donne à l'État du Cameroun? C'est que la France propose de mettre 50% de l'aide au développement dans l'accompagnement du Cameroun sur les élections de l'année prochaine, mais également dans dans l'application des résolutions du grand dialogue. C'est du concret, on appelle ça la réelle politique. La France apporte quelque chose. En retour, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande au Cameroun de lâcher du lest sur certains dossiers de souveraineté, comme le port autonome. En relations internationales, c'est du donnant-donné et c'est des intérêts. Les États ne déplacent pas leurs intérêts pour rien. Ils attendent quelque chose. Quand je vous entends, M. Foti, dire que la souveraineté a été bradée, ce n'est pas vrai. Peut-être vous avez seulement vu le casting de tout ce qui s'est passé, mais il y a encore d'autres éléments à ce moment où vous pouvez être devant quelqu'un de plus puissant et vous savez ce qui est arrivé. Nous ne souhaitons pas ça pour le Cameroun. Maintenant, s'il a reçu le président Cabral-Libye, c'est effectivement parce qu'il fallait les acteurs du grand dialogue. Et ces acteurs, c'est les personnalités politiques de premier plan qui ont participé au grand dialogue. Ce que nous attendons, et je suis d'accord avec Guy Fonga, c'est que sur le cas Bolloré Africa Logistique, l'État du Cameroun doit rester ferme. Et l'État du Cameroun doit s'adresser à ceux qui sont venus défendre à Bolloré Africa Logistique en leur disant, effectivement, votre homme d'affaires, il peut faire des affaires au Cameroun, mais seulement qu'il respecte la législation et qu'il permette à l'État du Cameroun de véritablement s'occuper de ces populations, parce que dans la misère des Camerounais, comme l'a dit Guy Fonga, la société à Bolloré Africa Logistique a aussi beaucoup de responsabilités. M. Tegem, cette rencontre, un ministre face à des leaders de l'opposition, une partie, il y a des personnes qui trouvent que c'est, comme dit Guy Fongan, on a infantilisé la classe politique, les dirigeants, la classe politique camerounaise. Serge Alain, je te l'ai dit au début de l'émission, le Cameroun est un État souverain qui n'a pas de honte à se faire accompagner, qui n'a pas de honte à partager l'expérience avec des gens qui ont, si vous voulez, vécu des situations qui sont à peu près similaires. Je dois indiquer que la France est dans la décentralisation depuis environ 40 ans. Je dois indiquer que la France a des problèmes identitaires en Corse, a des problèmes identitaires en Guadeloupe, je crois en Martinique, a des problèmes identitaires également avec la Bretagne. Donc forcément, ils ont des choses à apporter et il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Il n'y a pas de honte à se faire assister, il n'y a pas de honte à écouter un partenaire de développement. Si l'expérience de la France peut nous être utile, ce n'est pas la peine de vouloir, si vous voulez, se cacher ou alors essayer de se mettre dans un orgueil qui est sans valeur. Il y avait un problème avec l'homme. J'aurais souhaité que en face, qu'on ait peut-être Macron. Serge Alain, si le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères est là, on fait avec celui que l'on a. L'essentiel, c'est qu'on aboutisse. Il n'est pas un élu. Hein. L'essentiel, il est ministre nommé par le président de la République, élu de la nation. Il y aura aucun compte le président de la République française, il défend la France dans le monde, avait dit le président du Conseil constitutionnel. Et en cette qualité, il a délégué une partie de ses pouvoirs au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est parfaitement légitime pour représenter son pays. Vous n'avez pas qualité pour le juger. Bon, deux phrases. Oui. Bon, finissez. Monsieur Fongan, vous savez, respectons le débat, s'il vous plaît. Terminé. Vous avez pris 1 heure, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Wow. Donc, je voudrais faire observer, Serge Alain, que lorsqu'un ministre est en visite chez nous, il me semble qu'il faut déjà partir du discours du 10 septembre dernier. Le président de la République avait bien indiqué qu'il y a lieu de privilégier la paix, privilégier le chemin du dialogue. Et je voudrais faire observer à M. Zodjou que vous avez dit que nos dirigeants n'écoutent pas leurs citoyens. Je voudrais vous faire observer, vous indiquer que le grand dialogue national est le fruit d'une demande sociale. C'est-à-dire que le président de la République, en convoquant le grand dialogue, les Camerounais ont revendiqué. Ça veut dire que nos dirigeants, effectivement, écoutent ce qui vient de la société. C'est-à-dire que la demande sociale, on en tient compte.
C'est pour ça qu'on a convoqué le grand dialogue national. Et il me semble qu'à la visite du ministre français, dans le cadre du prolongement de ce grand dialogue national, s'il vient avec un minimum ou alors avec l'expérience qu'il peut partager avec nos dirigeants, ça ne me gêne pas qu'il décide de le rencontrer, qui il souhaite rencontrer, et il n'a contraint personne à venir. Vous voyez, M. Zodjou, que vous êtes esselé au sein de votre formation politique, je n'appartiens pas, mais vous constatez vous-même que votre principal dirigeant y était. Ça veut dire que vous êtes sur le plateau de télévision en train, vous, d'aller à contre-courant de celui qui est pourtant le président de votre parti politique, puisque vous... Apparemment, vous ne m'avez pas écouté, M. Teguin. J'ai dit, aller à la rencontre de Jean-Yves Le Drian ne voudrait pas dire qu'on fait allégeance à la France, telles que dans les clauses du contrat, surtout les clauses des contrats coloniaux. Et Serge Alain, s'il faut même ajouter un élément. Je voulais deux phrases. Non, permettez. C'est moi qui suis d'accord. C'est moi qui ai encore la parole. Je voudrais dire, M. Zodjoukou, vous voyez que vous êtes esselé, que votre leader y était. Si votre leader y était, c'est parce que je pense qu'il a fini par comprendre que on a besoin toujours, même si on est le plus fort, d'un accompagnement quelque part. Même vous, M. Zodjou, dans vos activités quotidiennes, vous faites accompagner, soit par la banque, soit par des amis. Dans tout ce que l'on fait dans la vie, on se fait accompagner. Le Cameroun est un État souverain, un État respectueux des autres, un État qui respecte la souveraineté des autres États, mais qui, dans la difficulté qu'il traverse aujourd'hui, peut se faire accompagner par un pays comme la France, qui est un grand pays, qui a une forte expérience en matière de décentralisation, qui a une forte expérience en matière d'implémentation des mesures décidées dans le cadre d'un grand dialogue national. Il me semble tout à fait juste que le ministre français soit là et qu'il soit reçu par le président de la République. Voilà, non, monsieur, c'est l'heure du journal. Je vous en prie, Guy Hervé Fongan, je vais vous donner la parole après. C'est l'heure du journal. Bonsoir Nadine Yambou. Dans un instant, le 20h. Au menu ce soir, Nadine Yambou. Bonsoir, c'est Jeanne Auto et bonsoir également à vos invités. Ce soir, au journal de 20h, nous reviendrons sur le séjour de Jean-Yves Le Drian à Douala. Après l'audience au palais de l'Unité hier, le ministre français de l'Europe des Affaires étrangères a visité le deuxième pont sur le Vouri et s'est également réjoui de la participation de la France dans la construction de cet ouvrage. Toujours durant cette journée de jeudi, il a également rencontré les opérateurs économiques de la capitale économique Douala, donc le JICAM, donc, qui a appelé la France à assouplir notamment le processus de délivrance des visas et œuvrer pour l'équité des échanges commerciaux dans les temps forts. Cette visite est à suivre au journal de 20h sur Equinox Télévision. Nous présenterons également les images du premier retour des réfugiés volontaires, notamment des réfugiés centrafricains au Cameroun. L'opération a donc débuté hier et la première vague concerne environ 500 réfugiés centrafricains. L'opération va donc s'étendre durant l'année 2019. Certains ont regagné le pays au terme d'une cérémonie présidée dans la région de l'Est Cameroun par le ministre Paul Atangandi. Et le risque d'une catastrophe naturelle plane dans la ville de Koutaba. Dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, un éboulement de terrain menace la sécurité des populations. Autorités administratives, populations interpellent les pouvoirs publics. C'est Jeanne Auto. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. Rendez-vous dans un instant pour Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief, parce que ça se passe ici et nulle part ailleurs. Madame, monsieur, place tout de suite au... Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Georges Teguin, Jonathan Batengene, Guy Hervé Fongan et Fotin Zodjou. Je commence par vous, Jonathan Batengene, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda, à genoux, pour demander la cessation du conflit. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'il y a derrière la symbolique de cette image? L'image parle d'elle-même, parce que le délégué, après, il utilise un discours pour... il dit comment... Il parle en pidgin aussi. Hein. Comment pouvez-vous tuer vos propres frères, les décapiter? Qu'est-ce qu'il y a encore d'humain? Il pose des questions qui interpellent. En fait, c'est un cri d'un humain
à d'autres humains, mais surtout le cri d'un père de famille. Se mettre à genoux, ça a une signification en Afrique. Quand un papa se met à genoux, ça veut dire que peu importe le problème que vous aviez, il s'humilie pour solliciter, pour implorer que vous fassiez également acte de pardon. Je crois que le délégué près la communauté de Bamenda, Bamenda Oui. a posé un acte symbolique qui devrait interpeller nos frères qui sont dans la forêt, ceux qui ont encore les armes, qui devrait les ramener dans le chemin de la paix pour qu'ils arrêtent d'être des acteurs de la mort dans cette partie de notre cher et beau pays. Donc cet appel, c'est tout à fait l'un des plus beaux gestes, sinon le plus beau que j'ai vu en faveur de la paix depuis que cette crise a commencé. Justement, Fautine Zodjo, est-ce que ce geste, Jonathan a parlé d'humiliation. Le délégué s'est humilié devant l'assistance, ce jour-là, à Bamenda. Est-ce que le message peut passer véritablement? Est-ce que ça peut conduire à un dépôt des armes? Moi, je pense que l'acte est déjà à féliciter parce que nous n'avons pas vu cela se passer avant lui. On a connu depuis le début de la crise un ensemble de discours remplis de beaucoup d'orgueil. Et si ceux qui sont en face de nous commencent à comprendre qu'à un moment donné, il va falloir aussi que nous fassions preuve d'humilité pour le retour à la paix, pourquoi ne pas saluer? Mais si après lui, les personnes qui ont eu, j'ai dit, parce qu'il faut dire, j'aime souvent le rappeler lorsqu'on évolue, parce que oublier nos paroles violentes, ni dire, c'est ne pas vouloir régler le problème. Il y a un temps ici au pays, il y avait un mot qui circulait partout, c'est l'État est un monstre froid. Et ce mot était signe même de la répression militaire, de la virilité de l'État. Si aujourd'hui, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda commence à implorer nos frères et sœurs de ces deux régions de retourner à la raison et de déposer les armes pour que les deux régions retrouvent la calmie, pourquoi ne pas féliciter? Et si après lui, les personnes qui ont tenu des discours très durs hier peuvent également suivre l'exemple. Je parle là principalement de M. Atangandji. Si, vous voulez que le ministre Atangandji se mette à genoux? Oui, ça dit que... Mais il doit se mettre à genoux. Moi, je pense il peut le faire même à la CIATV pour que tout le monde voie. Comment ça? Vous savez ces gens. En direct? Mais ce que nous voyons là, c'est en direct. Ce n'est pas parce que c'est à Bamenda, ça passe actuellement sur les antennes d'Equinox Télévision et beaucoup d'autres médias ont montré, ça dit que s'il avait fait à la CIATV ou pas. Ce que nous voulons à un moment donné, c'est qu'après 3 ans de guerre, nous sommes en train d'amorcer la 4e année. Il va falloir à un moment donné qu'on soit humble, que ceux qui nous dirigent soient humbles. On est allé au dialogue. Il me semble qu'après le dialogue, les choses n'ont pas changé sur le terrain. Je ne sais pas si après l'application du dialogue, les choses vont changer parce que le statut spécial qui est proposé, personnellement, le statut spécial, pour moi, c'est comme acter une partie de la sécession même. C'est-à-dire que moi, je trouve j'ai un véritable problème avec le statut spécial. Et est-ce que ce statut spécial viendra régler la crise? Je pense que non. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il va falloir faire. Et si nos dirigeants commencent à comprendre qu'il faut tenir un discours d'apaisement pour inviter ces populations qui sont dans la forêt en train de mener la guerre, de revenir à la raison, pourquoi ne pas saluer? Voilà. Gervais Fongan, Fautine Zodjo dit qu'il aimerait voir le ministre Paul Atangandji faire comme Vincent Djindoumou. C'est votre avis aussi?
Oui, pourquoi pas. Je veux dire que le président lui-même a donné le temps en convoquant ce grand dialogue national. Il a fait son mea culpa en reconnaissant que... Surtout qu'il a commencé à parler du pardon même avant le dialogue, depuis avril. Tout à fait. Donc il a fait son mea culpa en reconnaissant que beaucoup avaient fauté, que beaucoup avait été fait et que beaucoup reste encore à faire. Donc moi je pense que le préfet, le délégué du gouvernement qui se met à genoux, Vincent Djindoumou qui se met à genoux, c'est un cri de détresse. Et le camp d'en face devrait pouvoir saisir cet appel du cœur et être capable de faire des compromis et aussi de faire des concessions. Vous savez, la violence est la force des faibles. La violence est la force des faibles. Aujourd'hui, on a bien compris que ça ne sert à rien d'aller à l'affrontement musclé et espérer régler le problème. On a essayé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les questions de faire profil bas. Vous vous souvenez encore que les chefs du Lébialem qui avaient été convoqués au grand dialogue n'ont pas pu retourner chez eux parce qu'ils étaient menacés par les populations et quelques sécessionnistes, etc. On a encore en mémoire l'assassinat sauvage de Florence Ayafor et le policier dit il y a quelques jours. Donc je pense que aujourd'hui, il faut... Ayafor, c'était avant le dialogue, hein? Non, la veille. Donc, oui, la veille dans la mouvance du dialogue. Et donc, si tous ont intégré le fait qu'il doit faire profil bas, parce que justement, comme j'ai indiqué à l'entendre, la violence est la force des faibles, et bien aujourd'hui, il est question de discuter avec les gens. Sauf que maintenant, c'est vrai qu'on peut s'interroger si, en se mettant à genoux devant le préfet, si c'est le préfet qui a la solution au problème. Bon, questionnons et observons la symbolique de l'attitude et du geste. Parce que la vérité... Pas devant le préfet, l'installation en présence du préfet. Oui. Je pense que le message est adressé... Du gouverneur, je pense que le message est adressé aux sécessionnistes qui voient jusqu'où ils peuvent descendre et faire profil bas. J'ai envie de croire qu'ils ne seront pas insensibles à cette humiliation volontaire. Vous savez, on peut vous obliger à vous mettre à genoux, hein, on peut vous obliger à le faire. Donc, j'ose croire qu'ils seront sensibles à cette humiliation volontaire de tout un délégué et que on va continuer à faire les concessions, même si on peut quand même regretter le fait que le gouvernement ne soit pas allé jusqu'au bout de la logique d'apaisement. Jusqu'ici, je suis de ceux qui se demandent encore ce que un gars comme Mancho BBC fait encore en prison, alors qu'en réalité, il est de ceux qui ont demandé le retour à l'école de manière répétitive. Depuis sa cellule. De manière répétitive. Et donc, et le camp d'en face, c'est-à-dire les sécessionnistes, estiment que c'est une des voies les plus autorisées de leur mouvement. Et donc, ça peut, dans cette attitude autiste du gouvernement, peut radicaliser les gens et les amener à poser des actes qui parfois peuvent avoir des dégâts collatéraux comme ceux qu'on a observés. Mais toujours est-ce que ce cri de détresse doit être suffisamment écouté et entendu, et le gouvernement doit aussi aller jusqu'au bout de l'apaisement en libérant les gens qui estiment pouvoir être légitimes pour parler avec eux. Guy Avefongan, je vous mets un peu d'eau dans votre vin. On sait quand même que Mancho BBC, qu'on appelle de ce côté-là le leader de révolution du cercueil, il manifestait ce jour-là à Bamenda. Il avait un problème de gouvernance. Et je me souviens... Aujourd'hui, on voit le délégué du gouvernement qui s'humilie, comme on le dit sur ce plateau. Et je me souviens que ce jour-là, il avait une plaque, on voit tous les Winnet Roads, voilà, un problème de gouvernance. Ce qui était tout à fait légitime et normal et compréhensible. Et donc, on peut... vous savez, les gens en face à Bamenda qui estiment que c'est lui qui est la voix des sans-voix. C'est lui qui peut leur parler, qui peut les écouter. Donc, je vais dire que le gouvernement aura beau se mettre à genoux, se coucher même au sol. Mais le gouvernement ne va pas loin. Le délégué du gouvernement. Le délégué du gouvernement aura beau se mettre à genoux, se coucher même à plat ventre. Mais si en face, le régime ne va pas jusqu'au bout de l'apaisement, eh bien, on ne sera pas sorti de l'auberge et on pourrait avoir des risques comme ceux-là qui, forcément, ne font pas plaisir à tous. Parce que moi, j'ai des voisins, parce que Bamenda, il y a 3 ans. Qui jusqu'aujourd'hui ne sont jamais retournés à Bamenda. Ok, merci. Alors qu'ils venaient pour les vacances. Voilà. Maître Teguem, sur cette image, qu'est-ce que ça vous inspire comme le délégué qui se met à genoux lors de l'installation du nouveau préfet de la Mézane?
délégué du gouvernement. Serge Alain, pour moi, c'est le prolongement du dialogue. Le dialogue qui a commencé en 2016. C'est un prolongement, une forme de communication. Une communication par l'humilité. Une communication qui est inspirée par le discours de M. le Président de la République du 10 septembre dernier, où il a invoqué le pardon, un certain nombre de règles, demandé de poursuivre toujours dans l'apaisement, les tweets du chef de l'État, invitant chacun d'entre nous à être plutôt sur le chemin de l'amour entre nous. Et vous avez constaté que dès qu'il s'agit du Cameroun, et ça je suis heureux de le noter, sur ce plateau nous sommes à peu près tous d'accord. Ce que par contre je ne comprends pas, c'est M. Zodiou qui devient subitement Nostradamus. Parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord avec le statut spécial. Nous ne savons pas ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas comment lui est Nostradamus, c'est-à-dire qu'il a déjà lu, je ne sais pas comment il fait. Mais pour la démarche de M. le délégué du gouvernement, il faut l'approuver, il faut l'apprécier à sa juste valeur et reconnaître. Vous pensez que ça aura un impact sur... Serge Alain, c'est le vœu le plus cher. Oui. Et reconnaître que ça se situe dans le prolongement du dialogue. Et rappeler que le 8 décembre 2016, le ministre Atangadji accompagne le Premier ministre, à l'époque M. Yann Philémon, à Bamenda, dans le cadre d'un dialogue avec ceux qui revendiquaient, si vous voulez, la partition du Cameroun. Donc le ministre Atangadji accompagne le Premier ministre actuel à Bamenda. Le ministre Atangadji était pratiquement de toutes les expéditions à Bamenda. Et le ministre Atangadji, en ce qui me concerne, enfin, ce que je sache, il a toujours prôné la voie de l'apaisement. Il a toujours recherché la solution du juste milieu. Il a toujours pensé que le Cameroun était un grand pays. Il a toujours rappelé que la première visite du chef de l'État en 1983 dans les régions, c'était à Bamenda, pour dire aux gens de Bamenda, pour dire au peuple de Bamenda, pour dire au peuple, à ses frères, à nos frères, qu'en réalité, le pays prend en compte leurs revendications. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire de M. Manchou BBC, je comprends que ce soit une préoccupation, mais Serge Alain, je suis toujours, et là-dessus, je suis très ferme, parce que moi, j'ai peut-être des défauts, enfin, j'ai certainement des défauts, mais je suis attaché à la règle de droit. Je ne sais pas comment faire pour m'en départir. Sa cause est pendante devant la juridiction. Moi, je pense qu'il faut laisser le tribunal faire. Si M. le Président de la République estime qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, il peut décider de le mettre en liberté, ou de décider l'arrêt des poursuites, il le fera. Mais il ne revient pas à moi de suggérer au président de la République une seule solution. Non, attention, là, il a fait appel, les procédures sont pendantes. Oui. Donc, moi, je pense que les procédures étant pendantes, il me semble que je ne dois pas les commenter. Et si monsieur le président de la République, moi, qui suis-je pour inspirer un homme d'une aussi grande sagesse, il sait ce qu'il faut faire, il a toujours pris les décisions justes. Il a libéré 289, il a libéré 333, il a libéré tous les membres du MRC. Il me semble que s'il faille aller dans cette direction, en fait, la plupart des membres du MRC, je pense que s'il faille aller dans cette direction, dans la direction de la libération de Manchou BBC, si c'était la solution pour régler la crise anglophone, croyez-moi, elle serait prise depuis longtemps, parce que personne n'est préoccupé. Je rappelle que au titre au nombre, si vous voulez, de ce qui avait été envisagé, ou alors des discussions qu'il aurait eu avec le président Macron, il se serait préoccupé de l'image du Cameroun. Donc c'est lui le président de la République, c'est lui qui conduit le destin de ce pays, et l'image doit le préoccuper le plus. Et donc il y a la séance infuse. Vous voyez que M. Zodiou... Non, je vous relance. Vous avez... Vous n'êtes pas M. Zodiou. Vous êtes... M. Zodiou. M. Fouti. M. Fondant. Vous êtes extraordinaire. Parce que vous ne savez pas supporter les débats publics. Je vous conforte. Je n'ai jamais dit... Je vous rappelle que la séance infuse. Excusez-moi, monsieur, ce n'est pas à vous de me conforter. Vous avez dit des choses... Vous ne pouvez pas le conseiller, vous le dites vous-même. Vous ne pouvez pas le conseiller. Donc là, la séance infuse. Vous êtes extraordinaire. Parce que vous ne laissez pas celui qui vous... Monsieur, le débat public, c'est un débat où on respecte les autres. Moi, j'étais très cancre, mais je respectais ceux qui étaient plus intelligents que moi. Et voyez-vous, lorsqu'on arrive à l'école, on ne comprend rien. Même quand moi, je ne comprenais rien. Mais on me laissait aussi parler. Parce que j'arrivais parfois à l'école comme ça, je dis, je n'ai même pas compris ce que le prof a dit. On dit que laissez parler aussi. Nous qui sommes idiots, laissez-nous aussi parler. Voyez-vous, monsieur Fouti. Finalement, merci de vous êtes, s'il vous plaît, je souhaite que lorsque je développe, parce que lorsque vous m'interrompez, je me permettez pas d'aller au bout de mon argumentation. Je vous respecte, je souhaite aussi que vous respectez ma qualité de cancre. Parce que nous sommes aussi camerounais, nous les cancres. Ok, merci.
Jonathan Batengere, on l'a vu dans le journal de Nadine Yambo, départ de près de 500 Centrafricains, un bâtiment volontaire de 500 Centrafricains qui rejoignent le pays après avoir passé 6 ans. On sait que ça a commencé là-bas en 2013. Ils décident de rentrer sur les 4000 recensés, 500. On s'achemine vers l'extinction d'un des 5 foyers de tension qu'on a ici au Cameroun ces derniers temps. L'extrême nord, la Damawa, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est. Ce départ, au niveau sécuritaire, qu'est-ce qui va se passer après le départ? Avec l'est, on a actuellement une stabilisation de la situation dans l'est. Ça, c'est très encourageant. Les forces camerounaises qui patrouillent là-bas ont été renforcées, 200 éléments de la gendarmerie, les forces du GPIC qui sont venus épauler les contingents qui avaient déjà été déployés. Ça permet davantage de repousser les éléments de la Séléka qui faisaient des incursions au Cameroun, mais aussi d'aller en offensive sur les éléments isolés qui pratiquent la contrebande, mais également l'enlèvement, cette économie criminelle qui se développe là-bas. Et ça permet au Cameroun donc d'avoir un flanc est qui davantage devient plus stable et permet à ces populations de regagner leur pays un peu plus sereinement. Maintenant, il faut savoir une chose, la Centrafrique, avec la situation aussi en Centrafrique qui va se stabiliser parce que la Russie a commencé à former les militaires centrafricains et ces militaires centrafricains sont dotés en matériel pour commencer les patrouilles sur leur territoire. On espère qu'avec leur arrivée dans cette zone-là, ça va également renforcer la capacité de maîtrise de l'État centrafricain de son territoire et permettre que ces populations qui rentrent soient confortés sur leur territoire et ne reviennent plus du fait d'une nouvelle guerre en Centrafrique. Pour nous, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Oui, c'est Jalin. Le ministre Laté, on a vu les deux ministres, les deux flics. Le premier flic camerounais et le premier flic de Centrafrique. Côte à côte. Une victoire de la coopération sous-régionale, victoire de la coopération entre nos deux pays, victoire du voisinage, victoire de la sous-région. C'est une victoire de la paix sur la guerre. C'est une victoire des peuples d'Afrique centrale. C'est une victoire de la collaboration. C'est une victoire de la diplomatie camerounaise. C'est une victoire du Cameroun tout entier. Nous devons en être fiers. Nous savons accueillir les autres chez nous. Nous sommes un peuple hospitalier. Nous sommes une grande nation et nous devons en être fiers. Voilà l'image que nous devons projeter de notre pays. Être fiers d'être un grand pays. Un pays qui peut accueillir les autres. Terre d'accueil, terre d'hospitalité. Terre des droits de l'homme, le Cameroun, grande nation, pays d'Afrique centrale, pays fréquenté par les Centrafricains qui sont venus chez nous. Nous les avons hébergés, nous avons pris des dispositions pour les mettre dans des camps où ils vivaient aisément. Il faut rendre un hommage au peuple camerounais, il faut rendre un hommage au peuple de l'Est. Il faut être fier d'appartenir à un tel pays. Que les gens du Sud-Ouest ou alors du Nord-Ouest, que cette expérience ou alors que cet exemple inspire les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qu'ils comprennent que nous sommes un grand pays. Et qu'ils acceptent chez eux les autres, qu'ils viennent avec nous, qu'ensemble, cet exemple de l'Est nous inspire, pour qu'on continue à être ce grand pays. Voyez-vous, nous avons reçu les félicitations de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. C'est une fierté que nous soyons pris en exemple par cette nation qui a, si vous voulez, une expérience de la sécession. C'est une fierté. Ce n'est pas une question de souveraineté, mais que l'on soit cité en exemple. Vous devez en être fiers, Serge Alain. Ce sont de telles images que nous devons projeter de notre pays. Nous devons le rappeler à nos populations. Être fiers. En tout cas, moi, je suis très heureux quand je vois cette image. Heureux de voir que le Cameroun a accueilli les Centrafricains. Heureux de voir qu'au Cameroun, voyez-vous, un jour, j'ai rencontré un Mauritanien dans la rue. Il me dit, ah, comment vas-tu? Je dis, bon, parce que j'étais avec un de ses frères. Ah, comment vas-tu? Il dit, mais c'est un Camerounais. Ah, mon frère! Je dis, ah. Pourquoi mon frère? Il dit au Cameroun, tout le monde c'est mon frère. Il dit comment tu sais? Il dit mais j'ai vécu au Cameroun. Je dis, ben, je suis très heureux de le savoir. Il dit c'est un pays très bien. Nous sommes un grand pays et nous devons en être fiers. Ces images des Centrafricains qui quittent la région de l'Est. C'est le nouveau talent de poète de Maître Teguin que je viens de découvrir. Au-delà d'être poète, il est même rappeur. Bon, je peux comprendre au moins pour une fois. On a quand j'ai vu ces images, en fait, je me suis rappelé de nos frères et sœurs
qui sont encore du côté du Nigeria et qui doivent souffrir des mêmes maux que ces Centrafricains qui étaient... Donc vous aimeriez voir ces images pour nos compatriotes qui ont traversé la frontière? J'aimerais aussi qu'un jour, je regarde à la télévision, étant assis sur ce plateau, je vis en direct le retour de nos frères et sœurs qui ont fui les deux régions en guerre et qui retournent chez eux parce que la paix a finalement été retrouvée. Et c'est le souhait de tous les Camerounais. J'aimerais que la situation de ces deux régions soit rapidement réglée parce que tant qu'on n'a pas vécu l'expérience des guerres, tant qu'on n'a pas vécu dans un camp des réfugiés, tant qu'on n'est pas parti de chez soi et être condamné à ne plus y retourner, on ne peut pas comprendre la douleur, la frustration, le stress que vivent les personnes qui abandonnent chez eux. C'est pour cette raison que l'entreprise de la guerre, l'initiative de la guerre devrait être pour moi la dernière issue, voire même une issue inexistante dans le processus d'expression, que ce soit des opinions ou des résolutions des problèmes. C'est pour cette raison que j'ai toujours appelé à un arrêt de la guerre, parce que la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre n'est pas une bonne chose, que ce soit quitter chez soi, parce que d'autres rentrent comme ça, sans le papa, sans le maman, sans le cousin, sans leurs enfants. Ils ont été tués durant le voyage, ils sont morts par maladie, ainsi de suite. Il y a ceux qui sont égarés dans la forêt, il y a ceux qui sont noyés dans les coups d'eau, ainsi de suite. Et tout être humain, du moins sur le bantou que nous sommes, on devrait tout faire pour éviter la guerre. Je vais prendre une expression de Sa Majesté le chef Sokoudou, le roi de Bamendjou, qui dit évitons. Sa Majesté Sokoudou. Oui, le fort de Bamendjou, il dit évitons qu'à cause des intérêts égoïstes, nous allumons le feu dans le village. Évitons. Et ceux qui activent la guerre devraient être dénoncés et vomis par le peuple ainsi que par toute autre personne, parce que la paix c'est la meilleure chose qu'on puisse partager dans notre pays. Je rêve voir les mêmes images de l'autre côté, du nord-ouest et du sud-est. Du Nigeria, je vois nos compatriotes qui quittent le Nigeria pour rentrer chez eux afin de recouvrir leurs champs, de recouvrir leur famille, de recouvrir leurs terres et de vivre dans une nation pacifiée. C'est votre vœu également, Guillaume Fongan? Bah oui, disons que j'aurais aimé avoir l'optimisme de Maître Toguin. Je ne sais pas ce qu'il met dans son thé ou dans son café tous les matins, mais j'aurais tellement aimé être autant optimiste. Parce que voyez-vous, si je dois me lever à 4 heures tous les matins pour avoir un peu d'eau, si je dois avoir la lumière 4 jours sur 7, si je dois avoir des parents qui travaillent dans une bananerie qui touchent à peine 20 000 francs depuis 50 ans, si je dois vivre comme mes cousins qui sont à lundi, qui pour traverser pour arriver à... Restons sur les réfugiés, Guillaume Fongan. Je vais mettre optimiste. Restons sur le sujet. C'est le début du journal. On a un élément qui est passé. On reste sur cet élément. Tout à fait. C'est pour dire que j'ai du mal à être fier d'être Camerounais quand je vis ça. Oui. J'ai du mal à être fier. Il est difficile que je sois fier. Mais disons que c'est vrai, c'est une... Fortin Jojo dit qu'il aimerait voir ces images aussi, nos compatriotes qui sont au Nigeria en train de revenir au Cameroun. C'est une victoire de la coopération sous-régionale, et c'est à féliciter, c'est à saluer. Et au-delà du Nigeria, j'aimerais également voir ce type d'image de beaucoup d'autres Camerounais qui s'émigrent au Gabon, où en général ils sont 5 fois mieux payés qu'au Cameroun. Ils estiment que dans ce pays, ils vivent dans un misérabilisme déconcertant. On a une fuite de nos cerveaux qui vont pour la plupart à côté au Gabon, où un enseignant est Guinée équatoriale, où ils sont 10 fois mieux entretenus qu'ici. Donc j'aurais aimé que tous ces compatriotes reviennent, parce que chez nous on a une meilleure qualité de vie et qu'on a créé les conditions pour permettre aux Camerounais de vivre dignement et sereinement. C'est bien d'avoir ce type d'image, c'est beau, c'est à regarder. Je souhaiterais également, pour le prolongement de ce type d'image-là, on ait effectivement, puisqu'on est en zone CEMAC, qu'on ait un passeport CEMAC qui soit finalement effectif et valide, que ça puisse nous servir à quelque chose, et que accepté par tous les États membres, que au-delà du show qu'on voit à la télé, qu'on ait véritablement une sous-région qui soit en harmonie, en symbiose, comme la CEDEAO. La CEDEAO qui soit en symbiose et en harmonie, que de se contenter d'un petit show télévisé comme ça, qu'on ait vraiment une coopération qui se traduise en actes
Que chaque Camerounais vive ça dans son quotidien. Ok, merci Guy Hervé Fongan d'être venu, merci Faustine Zodieu d'être venu également. Merci Maître Tegem. Merci. L'optimiste. Je préfère être optimiste. Voilà, merci Jonathan Batengere. C'est un plaisir, ce genre. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Galwa Boulaye. Bonsoir, Bamendi.